Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 31 janvier 2022, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. Il était d'abord question des violences et des menaces contre les élus, et j'ai parlé de la 6ème République comme un moyen de retisser le lien entre le peuple et ses élus. Ensuite, nous avons parlé du suicide des policiers, et j'ai pu présenter les mesures de Jean-Luc Mélenchon, les mesures qui sont dans son programme à l'élection présidentielle. Je pense d'une manière assez tranquille et apaisée, parce qu'il n'y avait pas trop de réactions sur le plateau à ce moment-là. Vous allez voir qu'à la fin, ils ont recommencé à raconter n'importe quoi, mais j'ai quand même pu bien dérouler ces propositions. Et puis le dernier sujet, c'était l'islamisme, et alors là, la représentante du Rassemblement National est complètement partie dans le décor en racontant n'importe quoi et en disant que j'essayais d'obtenir le vote des immigrés, ce qui est quand même une chose qui m'a fait rire en fait sur le plateau, puisque j'ai dû lui dire que les immigrés ne votent pas vu qu'ils n'ont pas la nationalité française. Enfin, c'était un moment assez amusant, vous allez le voir, même si c'était pénible à vivre parce qu'elle parlait en continu et que le présentateur, par ailleurs, plutôt que de lui dire de calmer le jeu, m'a dit à moi de calmer le jeu. Bref, c'était un peu dommage, mais vous allez voir cet échange et je pense que vous allez partager mon désarroi face à cette personne qui parlait en continu. Allez, je vous laisse regarder ça, et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Bonsoir Marie-Claire Carrère-G. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes conseillère de Paris, présidente LR de la Commission des Finances. Éléonore Besse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale RN en PACA, conseillère municipale à Marseille. Merci d'être avec nous également ce soir. Sylvain Maillard, bonsoir. Vous êtes député LREM de Paris et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Ce soir. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Oui, en forme. Antoine Léaumont, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. Merci également à vous de partager ce plateau. Dans quelques instants, nos débats jusqu'à 23h30 en direct avec mes invités. À la une ce soir avec mes invités à 22h35. Le fléau des menaces en direction des élus. La permanence parlementaire de la députée LREM de Moselle, par exemple, Isabelle Roche, située à Thionville, a été vandalisée ce samedi. Un acte inacceptable, symbole d'un dialogue rompu, déclare l'élu qui a déposé plainte. Ce n'est pas le seul cas, loin de là. Les élus sont bel et bien visés pratiquement au quotidien. Viviane Hervier vous raconte. Le pavé a été lancé avec une telle violence qu'il a réussi à transpercer sur plusieurs centimètres la vitrine de la permanence d'Isabelle Roche à Thionville. Ce samedi vers 15h, au moment des faits, le local était vide, une chance, mais la députée LREM de Moselle ne décolère pas après cet acte de vandalisme que rien ne justifie. Il n'y avait personne, mais ça peut arriver que le samedi après-midi, il y ait du monde à la permanence, puisqu'on reçoit toute la semaine et tout le temps sur rendez-vous, donc on aurait pu être là. On travaille pour faire avancer le territoire, pour améliorer le quotidien des citoyens et des citoyennes, pas pour se prendre des pierres, pas pour avoir des insultes, pas pour être menacé. Isabelle Roche a déjà fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux, un cyberharcèlement organisé par un groupe d'antivax, mais la députée refuse de se laisser intimider. C'est fait pour faire en sorte qu'on s'auto-censure dans les publications, qu'on s'auto-censure dans les votes, qu'on s'auto-censure dans l'exercice du mandat. Et j'ai reçu énormément de messages de soutien pour dire que non, il fallait rien lâcher. Depuis juillet dernier, 534 faits de menaces graves contre les élus de la République ont été recensés. Un renforcement de la protection des domiciles et des permanences des députés a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Sylvain Maillard, c'est un véritable fléau. Oui, c'est un fléau dont on parlait finalement assez peu. Ouais. Nous avions des menaces depuis longtemps, depuis toujours. Moi, je n'en parlais jamais. Moi, j'ai reçu ma première menace de mort chez moi 4 jours après mon élection. Alors quand j'entends certains dire oui, le président a hystérisé les choses, c'est pas vrai, ça a toujours existé. Samedi dernier, je suis en train de tracter une action militante avec des militants dans le 9e arrondissement. Un individu arrive, alors c'est vrai qu'il y avait un peu de presse, un individu arrive et me menace de me couper la tête devant tout le monde. Ça n'arrivait jamais auparavant. En fait, la violence qui est sur Internet est maintenant dans la rue. C'est ce qui a véritablement changé, c'est ce que vous sentez. Exactement. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de... On a caillassé un peu la permanence d'Isabelle Roche, que je salue et que j'ai eu au téléphone et qui est extrêmement blessée par rapport à ça, parce que en fait, ce sont ses collaborateurs qui sont à l'intérieur de cette permanence. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc aujourd'hui, elle remettait ses collaborateurs dedans. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? L'idée, elle est très simple, c'est de nous empêcher de faire notre métier. On a le droit d'être en contestation avec ce que nous votons. Ça, c'est la démocratie. Mais en aucun cas, il faut tenter d'intimider
D'autant plus que ces intimidations ne font qu'augmenter et elles touchent tous les élus. Elles ne touchent pas uniquement les élus de la majorité, elles touchent les maires, elles touchent les députés de l'opposition, les sénateurs. C'est inadmissible, c'est intolérable. Il n'y a pas de mais et ne jamais accepter que certains élus disent mais quelque chose. Éléonore, c'est aussi votre sentiment. Vous sentez aussi que ce que vous pouvez vivre parfois sur les réseaux sociaux se manifeste en vrai aujourd'hui ? Alors, bien entendu, et je condamne absolument ces violences, mais qui montrent aussi qu'il y a une fracture c'est ce qu'elle dit, très grande, c'est ce qu'elle dit. Désormais, effectivement, entre le peuple français et ça. Bon, alors, au Rassemblement national, puis au Front national, ça fait très longtemps qu'on a été confrontés aussi à des violences qu'on médiatisait beaucoup moins à l'époque. Rassemblement national, notre permanence, et à Marseille aussi, a été vandalisée parfois. Alors, ça faisait moins la une. Mais, et puis, je voudrais aussi penser ce soir à Enzo, qui est un jeune militant de chez nous, qui a subi des tirs de carabine alors qu'il militait pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national. Donc, je crois vraiment que ces violences sont effectivement condamnables. Et c'est très grave, mais il faut se poser aussi des questions. Comment on explique cette méfiance, cette défiance aujourd'hui aussi en direction des politiques, une politique qui a déçu les Français pendant 20, 30 ans? Et puis d'abord, est-ce que c'est explicable tout simplement, d'après vous? Non, c'est pas explicable. Il y a un véritable problème de démocratie, mais c'est explicable. C'est inexplicable dans le sens où c'est intolérable. Voilà. Je suis bien fait comprendre, mais ce qui peut être expliqué, c'est effectivement les gens en ont assez d'une politique qui aujourd'hui, en plus, est en rupture totale avec le pays. Et je crois que vraiment, il y a une accélération. Effectivement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a une accélération, c'est une réalité. Non, mais il faut pas rentrer là-dedans. Mais il faut rentrer là-dedans. Ça y est, on peut tous dire. Vous avez bien dit que vous subissiez déjà avant ce même mais type. On n'en avait pas. Il ne faut pas dire des mais, il faut refuser en bloc cette violence. Laissez-moi terminer, moi je ne vous interromps pas. Je dis d'abord ce que je souhaite sur ce plateau, je m'exprime comme vous. Et effectivement, je condamne ces violences, mais effectivement, on ne les médiatisait pas autant à l'époque quand il s'agit du Rassemblement national ou à l'époque du Front national. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une réelle fracture complète entre le gouvernement, le pouvoir et la population française. C'est une réalité quand aujourd'hui vous avez un président qui ne s'adresse plus aux Français. Les Français se sentent abandonnés. Voilà. Donc ils peuvent caillasser et taper sur les élus, les menacer de mort. Pas du tout. Pas du tout, parce que notre jeune militant a été menacé de mort. Oui, vous prenez un exemple, après vous dites c'est la faute du président de la République. Non. Oui, il y a une fracture réelle entre les élus et les Français. Marie-Claire Sergé. D'abord, j'adresse toute ma solidarité à cet élu. Et malheureusement, effectivement, c'est un fait à répétition. Il y en a 100 par jour et ça ne concerne pas que les élus, puisque c'est tous les dépositaires de l'autorité publique et même des gens qui portent secours, des policiers, des pompiers. Donc, il y a effectivement, et ça a été dit, une violence latente dans la société. Et cette violence, elle se traduit pour tous les Français. Déjà, quand on regarde depuis 5 ans, coups et blessures volontaires, plus 30%. Les homicides augmentent et les tentatives d'homicide explosent. Les tentatives d'homicide, c'est une explosion, c'est x2 en 10 ans. Donc ça, c'est vraiment... L'État n'arrive plus à assurer sa mission première vis-à-vis de tous les concitoyens, d'assurer leur sécurité, et on ne sait plus protéger ceux qui ont c'est même d'assurer sa sécurité. Bien sûr, c'est ça. Il n'arrive plus à se protéger lui-même au sens les personnels ou les élus qui sont chargés d'être au service du public et parfois de les protéger. Et si on en est arrivé là, je crois qu'il y a évidemment, c'est multifactoriel. Vous avez cité l'hystérisation du débat public, vous avez cité ce que je partage en partie, une façon même au sommet du pouvoir de ne pas rassembler, de ne pas apaiser, mais d'attiser des fractures. Je pense que le chef de l'État en est partiellement responsable, mais il n'est évidemment pas le seul. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut être absolument intraitable. Moi, je suis favorable à des peines planchées systématiques. C'est 1 an de prison ferme systématiquement dès qu'on agresse un élu ou un membre des forces de l'ordre ou un pompier ou un médecin, des gens qui exercent un service public à l'égard des citoyens. Donc, il faut faire
cesser une impunité qui est quand même largement partagée. Aujourd'hui, il y a des gens qui finissent par considérer que c'est normal. Donc, il faut poser des repères et avoir des sanctions, et des sanctions rapides et des sanctions exécutées. Antoine Léaumont. Déjà, je veux dire mon soutien à Isabelle Roche et à ses collaborateurs, puisque vous avez raison, dans une permanence, il y a aussi les collaborateurs qui travaillent et qui sont visés par ce genre d'actes. Je partage ce que vous avez dit. Nous, nos députés de la France Insoumise subissent régulièrement des menaces de mort. C'est même allé assez loin dans le cadre d'une affaire dans laquelle il y avait aussi M. Castaner, qui n'est pas de mon bord politique, et dans laquelle Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner étaient menacés par des terroristes d'extrême droite d'un projet d'attentat qui visait à les assassiner, qui était assez construit et qui était une menace très directe. Maintenant, je partage aussi ce qui est dit sur la disjonction qui existe de plus en plus entre les élus et le peuple, ou plutôt entre le peuple et les élus. Je pense que les problèmes démocratiques qui sont posés par cette disjonction doivent se régler par des solutions démocratiques. Nous avons une solution assez simple qui est de faire une 6e République. Cette 6e République, elle passe par une constituante pour qu'on puisse débattre justement de la place des élus, du rôle des élus. Pour vous, c'est le symbole de l'essoufflement de la 5e République ? Pour moi, le fait que des gens pensent qu'il faille régler les problèmes par la violence vient du fait qu'ils n'ont pas de solution démocratique. Ils n'ont plus confiance. Non, c'est pas seulement un manque de confiance, c'est qu'il n'y a pas de solution démocratique quand on n'est pas content d'un élu, pour s'en débarrasser, je mets des gros guillemets dessus, mais pour le dégager, en gros, pour le remplacer par un autre élu. Donc certains vont dans des logiques de violence que je condamne et que je ne partage pas. Nous, on propose de mettre en place ce qu'on appelle un référendum d'initiative citoyenne, de telle manière à ce que, quand on n'est pas satisfait d'un élu, quand on n'est pas content d'un élu, on puisse, en cours de mandat, le faire savoir et éventuellement changer d'élu, puisque ce sont les représentants du peuple. Donc si le peuple ne se sent plus représenté par les élus, il faut qu'il y ait un droit de révocation de ces élus. La 6e République, par la Constituante, permettrait de redéfinir des nouveaux droits, de redéfinir le rôle des élus, la place des élus, peut-être de redéfinir un rôle davantage important pour les parlementaires par rapport au président de la République, et donc d'apaiser les tensions, de faire descendre le niveau de tension dans la société et d'apporter des solutions démocratiques à des problèmes qui sont extrêmement graves, puisqu'on en vient à des actes violents et encore une fois, que je condamne et qui touchent très largement dans la société. Donc redéfinissons nos règles avec une 6e République et je pense que ça ira un peu mieux dans la société. Les violences envers les élus, on l'a dit aussi, le fléau de l'explosion des tentatives d'homicide, et en toile de fond aussi, c'est vrai, nos forces de l'ordre qui sont aujourd'hui face au suicide, parce que 11 d'entre eux ont déjà perdu la vie, se sont déjà donné la mort depuis le début de l'année. Là aussi, on tente d'une manière ou d'une autre de les aider au quotidien, mais malheureusement pour certains, ce n'est pas suffisant. Mathilde Moreau avec des chiffres qui sont alarmants, et une question de fond, comment on peut aider ces policiers dans leur quotidien. Il y a ces stages que l'on a vus ici pour tenter de libérer la parole et de renouer un contact. Éléonore Bèze, votre sentiment, vous, ce soir, sur ce que vivent les policiers depuis maintenant plusieurs mois, et malheureusement les chiffres sont de plus en plus mauvais. C'est terrifiant. Je veux dire qu'on arrive justement à des stages comme ça pour des gens qui sont des hommes et des femmes qui doivent nous protéger, qui doivent protéger la population, et que l'État n'arrive même plus à protéger, qui sont abandonnés par leur hiérarchie. Donc je voudrais aussi ce soir leur manifester tout mon soutien. Je veux dire, autant de suicides de policiers, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et je pense aussi à leurs familles. Marseille, vous savez, c'est une ville où il y a... on parlait de l'explosion du taux des homicides, où il y a pratiquement un règlement de compte par jour. Ouais. Il y en a encore eu un dans les quartiers nord. Je veux dire, et la police, elle est là tous les jours, mais avec les moyens du bord, avec des commissariats qui sont complètement délabrés, avec des véhicules de police. Moi, je suis montée dans un véhicule de police. Je veux dire, c'est ahurissant, qui sont complètement cassés. Je veux dire, ils n'ont pas de moyens. Et en plus, maintenant, on leur donne des sages. Ce qu'il leur faut surtout, c'est le soutien de leur hiérarchie au plus haut niveau de l'État. Quand on a un ministre de la Justice, par exemple, ou un ministre de l'Intérieur qui ne fait rien, ou un ministre de la Justice qui préfère se faire acclamer par des détenus, M. Dupond-Moretti, c'est extrêmement grave le signal qui est donné aux policiers. Ils se sentent totalement désarmés. Donc il est très important, ce qu'on va faire avec Marine Le Pen d'ici 70 jours, c'est de réarmer la police et surtout de leur redonner la présomption. Parce qu'en face de vous, apparemment, on veut désarmer la police. On va y revenir. Mais parce qu'il faut la réarmer moralement.
Il faut soutenir aussi les policiers. Je veux dire, moi j'en connais, c'est terrible. Ils vivent des situations ils se sentent seuls. On rappelle les histoires de celles et ceux qui sont aussi suivis lorsqu'ils sont en civil, lorsqu'ils rentrent chez eux. Moi j'ai l'exemple, j'ai un policier qui m'a appelé, qui m'a raconté comment il suivait lui des terroristes islamistes et à quel point ça pouvait être extrêmement compliqué, la traque et l'absence quand on n'est pas soutenu par sa hiérarchie, par l'État, parce que la police, quand même, pouvoir régalien, c'est très important. Et avec Marine Le Pen, ce qu'elle propose justement, c'est de rétablir surtout déjà la présomption de légitime défense pour les policiers. Voilà, déjà, quand un policier se sert de son arme, eh bien, quand il tombe dans un guet-apens, comme c'est arrivé à Marseille, il est bien évident. Il n'ait pas peur de se servir de son arme. Il faut absolument qu'il n'ait pas peur. Il n'ait pas peur de protéger la population. C'est pas les voyous qui doivent être protégés aujourd'hui par la justice. C'est notre police. Voilà, c'est très important. Et encore une fois, eh bien, il est fondamental de rétablir. Je rappelle quand même que la police, si elle est aussi désarmée, c'est parce qu'il y a quand même 12 500 postes de force de l'ordre qui ont été supprimés sous l'époque du quinquennat Sarkozy, à l'époque, sous Nicolas Sarkozy. Donc, je veux dire, c'est tout un enchaînement. Et je pense que vraiment, maintenant, dans 70 jours, on va pouvoir dire stop. Les Français vont pouvoir dire stop. Antoine Léaumont. Votre sentiment ce soir, parce qu'on est face ici à une profession qui va mal, qui va de plus en plus mal, qui a été sur le devant de la scène, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, et pas que bien sûr, pendant aussi la crise de la Covid. On se rappelle que des policiers étaient dans la rue pour contrôler si on avait le droit de sortir ou pas avec nos sorties dérogatoires ou pas. Dans un même temps, Jean-Luc Mélenchon est assez dur contre les policiers, il parle de syndicats factieux, il n'hésite pas à dire qu'il faut désarmer la police pour qu'il y ait moins de violence. Votre sentiment à vous ce soir, lorsque vous voyez ces chiffres et ces témoignages ? D'abord sur la question qui nous occupe là, et ensuite je répondrai sur le point que vous soulevez, sur ce qu'on veut faire de la police. Les suicides des policiers, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, et nous avions déposé en 2019, donc il y a 3 ans maintenant, à l'Assemblée nationale avec Alexis Corbière, une proposition de résolution pour faire une commission d'enquête sur ces suicides, pour en déterminer les causes et pour essayer d'y répondre, qui n'a malheureusement jamais été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée par la majorité. Je le regrette, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est un problème important. Dans le reportage que vous passez, il est question des stages dans les situations de traumatisme en réalité. Eh bien, nous proposons notamment d'augmenter la formation des policiers pour la passer à 2 ans, pour qu'ils puissent inclure ce genre de formation avant même qu'il y ait des événements traumatiques, pour pouvoir s'y préparer. Ça nous semble être assez utile, puisque là, actuellement, on est à 8 mois de formation, on pourrait passer à 2 ans. Il y a d'autres moyens aussi pour y répondre. Il y a beaucoup de tensions dans le métier des policiers, aussi parce qu'il est question de faire de la politique du chiffre, d'obtenir des résultats, et que la paye est parfois associée aux résultats qu'on obtient. Donc ça, nous voulons supprimer ce type de choses qui sont faites à l'intérieur de la police, justement pour faire baisser la pression sur les policiers. Ça, c'est pour des moyens qui pourraient être associés à la police. Et par ailleurs, nous voulons recruter aussi des policiers pour permettre de augmenter le nombre de fonctionnaires de police pour qu'ils puissent répondre à leur mission. Bon, ça, c'est pour les premiers points. Et puis, dans les missions que nous voulons changer, il y a aussi la légalisation du cannabis, afin de permettre de libérer des forces de police pour faire d'autres choses, parce que sachant qu'ils passent 50% de leur temps à faire du contrôle de cannabis, ça semble être un perte de temps, alors une manière pas très efficace de lutter contre la consommation de cannabis. Le crime aussi. Hein. Non, pas une manière. C'est pour nous pas une manière efficace de lutter contre la consommation de cannabis. Il y a actuellement plusieurs millions de personnes qui consomment du cannabis. Bon, clairement, la prohibition n'a pas été efficace. Voilà, ça c'est pour les mesures qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, il y a ce que nous disons, nous, sur la police. Et effectivement, vous avez raison, nous proposons de désarmer la police, mais dans le cadre des manifestations, et dans le cadre des manifestations uniquement. C'est-à-dire, il y a des armes qui sont des armes de guerre, les lanceurs de balles de défense notamment, les flashballs, qu'on appelle les flashballs, qui sont considérées comme des armes de guerre et dont on considère qu'elles ne devraient pas être utilisées contre la population française, que ça ne permet pas de garantir pleinement le droit à la manifestation. Et il y a effectivement, vous l'avez dit, dans les manifestations, 32 gilets jaunes qui ont été éborgnés. Par ailleurs, avec les grenades de désencerclement, il y a 5 personnes qui ont perdu leurs mains. Ça ne nous semble pas très normal que des citoyens perdent leurs mains, leurs yeux, policiers blessés dans toutes ces manifestations. J'imagine que si... Parce que des ordres violents avaient été donnés aussi par... J'imagine que la police répond à des attaques. La police ne tire pas sur des gens pour tirer sur des gens. Excusez-moi, si on attaque la police répond. Alors, il faut quand même parler des Black Blocs et des Antifa qui attaquent les policiers très violemment. L'un des
problèmes qu'il y Ça, a, il faut les condamner. l'un des problèmes qu'il y a avec ces situations où il y a eu des tirs de LBD, etc., c'est qu'on n'a pas d'enquête qui vont jusqu'au bout et qui aboutissent. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas les causes de ce qui s'est passé, on ne sait pas. Il y a pas de policier qui a été condamné pour les actes qui ont été commis. Vous pensez sincèrement qu'un policier en manifestation, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez sincèrement, Antoine Léaumont, qu'un policier en manifestation tire des LBD pour se faire plaisir? Il y a eu des exemples, on a vu des exemples. Pour se faire plaisir. Non, c'est pas pour se faire plaisir. Non, c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'ils ont des ordres. Laissez-moi finir. Ils ont des ordres. Moi, je ne mets pas. Mais non, c'est pas vrai. Je ne mets pas en cause les policiers sur le terrain, je mets en cause les ordres. Quand on demande aux policiers de faire des nassages, par exemple, les nassages, on est quasiment le seul pays à utiliser ça comme technique. Et même les policiers eux-mêmes disent que ça sert à rien. Ce n'est pas des tirs de LBD. Non, mais les tirs de LBD aussi, ça fait partie des ordres. Les tirs de LBD aussi, s'il n'y avait pas les LBD dans les manifestations, il n'y aurait pas de gens qui sont éborgnés. Vous trouvez ça bien, vous, que des gens soient éborgnés quand ils vont dans des... Pas du tout, Antoine Léaumont. Mais j'imagine que si les manifestants ne jetaient pas des pavés sur la police n'aurait pas besoin de jeter des LBD. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est pas ça. Il faut se poser la question de l'origine des manifestations. Pourquoi les Français manifestent? Soyons d'accord, ce n'est pas ça le rôle de la police. Ce n'est pas le rôle de la police d'éborgner des gens dans des manifestations. Oui, mais est-ce que c'est le rôle de la police de se faire caillasser? Donc en fait, la police répond. Vous voyez ce que je veux dire à un moment donné? Mais attendez, excusez-moi. Donc la police, on se fait caillasser, on répond par des tirs de LBD et vous pensez que ça fait baisser les tensions? Donc vous préférez. C'est comme ça qu'on fait baisser des tensions. Donc on fait quoi alors? On attend pas ça. Donc on attend. Donc en Angleterre, en Allemagne, où ces armes de guerre ne sont pas utilisées, vous pensez que les policiers se font caillasser et qu'il se passe rien? C'est ça que vous pensez? C'est-à-dire que vous voulez donner la leçon à l'intégralité de l'Union. Non, mais vous voulez donner la leçon à l'intégralité de l'Union européenne. Vous savez quel autre pays? J'adore les policiers, les policiers désarmés. Vous savez quel autre pays utilise ça? La Turquie. C'est ça votre modèle de police, c'est Monsieur Erdogan? Bah pas moi. Arrêtez, c'est caricatural, ça n'a rien à voir. En fait, vous n'aimez pas les policiers. Au fond, un bon policier, c'est un policier désarmé qui ne peut rien faire. Si vous aimiez les policiers, vous auriez porté, votre majorité aurait porté la proposition de résolution de Monsieur Corbière pour faire une enquête sur les suicides. Vous ne l'avez pas fait, d'accord? Donc vous avez des responsabilités. Une commission d'enquête pour faire des suicides. Vous savez que vous avez le droit. Alors, je vais vous expliquer une chose très simple. Commission d'enquête, chaque groupe parlementaire a droit à une commission d'enquête. Oui. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation aux autres, ils décident et la commission d'enquête. Oui, mais on en a fait d'autres. Tous les ans peuvent. Ah, ben voilà. D'accord. Donc vous avez choisi de ne pas le faire. Non, nous avons préparé. La France Insoumise n'a pas le monopole de faire 10 commissions d'enquête par an. Nous avons préparé un texte. Une comme nous, comme la majorité. Nous avons préparé un texte en lien avec les policiers pour que vous puissiez le porter. Vous n'avez pas fait autre chose. Je voudrais prendre la parole. Allez-y. On parlait tout à l'heure d'événements traumatisants. Pour ma part, je considère que les policiers qui subissent déjà toute la violence de la société, qui sont dans bien des cas démunis sur le plan des moyens et souvent découragés aussi de voir l'insuffisance de la réponse pénale avec des choses qui se reproduisent et se reproduisent tous les jours. On parlait d'événements traumatisants, moi je trouve, et on parlait auparavant de la question du rôle des élus et des violences qui leur sont adressées. Moi j'ai personnellement trouvé, et je pèse mes mots, mais vraiment scandaleux, les propos de M. Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est pas le seul dans une certaine fraction de la gauche à l'égard d'un policier de la BAC 93 qui non seulement reflète une absence de... Enfin, quand M. Mélenchon dit qu'il faut une police à la bonne franquette, quand on a les Black Blocs en face, la police à la bonne franquette, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Ça, c'est des propos violents, ça ? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, donc il y a un déni de réalité. Et par ailleurs, je trouve absolument antidémocratique l'attitude qu'a eu M. Mélenchon avec ce policier en l'accusant personnellement sur la base d'un dossier sorti de je ne sais où. J'ai admiré beaucoup la sérénité de ce policier face à M. Mélenchon. Mais quelqu'un qui est élu de la République et quelqu'un qui prétend être président de la République, s'adresser comme ça aux forces de police, je trouve ça scandaleux, antidémocratique. Mais c'est pas la première fois. Et on a eu, à Paris, on a eu des manifestations avec beaucoup d'élus de gauche, les manifestations
manifestation Traoré contre les violences policières où on mélange tout. C'est vraiment la police en ce moment qui, de surcroît, comme vous l'avez dit, a été épuisée pendant toute la première partie du quinquennat. Ils ont quand même été en première ligne face à des conflits sociaux qui auraient pu, s'ils avaient été bien gérés, durer moins longtemps. C'est eux qui ont tout pris dans la figure. On parlait des gilets jaunes, mais ensuite il y a eu les retraites et il y a eu le Covid ensuite. Donc ça s'est arrêté. Mais enfin, pendant plus de 2 ans, ça a été des conflits sociaux à répétition. La Covid, ça s'est arrêté. On a monopolisé bon nombre de policiers aussi pour contrôler. Bien sûr, mais c'est une autre forme de pression. Mais on dirait qu'on n'a pas le droit de manifester. Dangereux pour physiquement. Non, mais on dirait qu'on n'a pas le droit de manifester. La République, elle a quand même à un moment donné tenu à un fil et on a été tous, et notre démocratie et notre République protégées par la police. Je rappelle, on a l'impression au moment de la crise des Gilets jaunes, il y a eu des jours, ah ben non, pas n'importe quoi. Mais n'importe quoi, mais enfin, on dirait que vous êtes en train de dire qu'on n'aurait pas le droit de manifester pour faire des économies, des économies des forces de police. On manifeste parce qu'on est contre le gouvernement, on manifeste parce qu'on est contre l'augmentation de la retraite, on manifeste, on a le droit de manifester, ça mobilise des forces de police, je suis d'accord. Pour dire, on va pas faire non plus une émission sur les Gilets jaunes, mais que les gilets jaunes des ronds-points et les gilets jaunes des manifestations parisiennes, il y avait quand même 2 salles, 2 ambiances, et ce n'était pas... Mais non, mais pas du tout. Écoutez, c'était les... Moi, j'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques sur les ronds-points, et on peut quand même se dire que le mouvement a dérivé, et les gilets jaunes qu'on voyait à l'Arc de Triomphe, ce n'étaient pas les mêmes qui étaient sur les ronds-points. C'était les Black Blocs, c'était pas les mêmes. C'était pas les gilets jaunes. Non, mais les gilets jaunes ont manifesté contre une chose bien précise, qui était l'augmentation des prix du carburant, et aujourd'hui, les prix du carburant sont encore plus chers. Exactement, vous avez bien raison. Il serait temps de faire quelque chose. Ils manifestaient contre ça et face au blocage qu'il y avait vis-à-vis du gouvernement, ils ont mis en place d'autres propositions dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le référendum d'initiative citoyenne. Mais on ne fera pas bien sûr l'émission sur les gilets jaunes, on y reviendra peut-être. Mais moi, il y a quelque chose quand même qui me choque, c'est qu'on ne peut pas dire que les manifestations c'est un problème parce que ça fatigue les policiers. Je suis désolé, c'est pas ça la démocratie sociale dans notre pays. Non, mais encore une fois, vous prenez un peu l'impression que vous prenez le problème dans le sens inverse. Une manifestation pacifique ne gêne pas les policiers, ne les fatigue pas. Une manifestation où on caillasse les policiers avec des pavés, je vous confirme que ça fatigue les policiers. Personne n'est jamais d'accord pour caillasser les policiers, et certainement pas moi et Jean-Luc Mélenchon. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations, mais c'est pourtant ce qui se passait. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations, nous avons toujours appelé au calme et à l'ordre pour une raison simple, c'est que des manifestations sont bien plus puissantes quand les gens peuvent venir avec les enfants et la poussette. Est-ce que vous pensez, quand tout le peuple est dans la rue, il y a beaucoup plus de puissance. Là, on parlait des suicides des policiers. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui imaginer que ce que certains ont vécu pendant des mois et des mois, il y a aujourd'hui un impact psychologique important? Bien sûr, mais tout à l'heure on nous parlait des scènes de violence et des scènes de mort. Effectivement, les policiers, ils ont un métier qui est particulier. De temps en temps, quand ils vont enquêter sur les homicides dont on nous dit qu'ils... Mais Jean-Luc Mélenchon dit, s'ils n'aiment pas ça, il faut qu'ils fassent un autre métier. Mais je crois que là, le débat devient indécent. Je pense effectivement... Non mais attendez, juste pour vous répondre sur ça, je pense effectivement que quand on est choqué par la mort, etc., et que ça devient trop difficile, il faut changer. Mais les policiers, heureusement, vous ne représentez rien en France. Vous pouvez pas dire que c'est une bonne chose. Vous pouvez pas dire que un policier ne vous dira jamais qu'il a été choqué par un cadavre. Mais en tout cas, il a pu être choqué dans une manifestation. C'est précisément ce qu'il disait tout à l'heure. C'est précisément ce qu'il disait tout à l'heure. Donc si on discute dans le vent de pourquoi les policiers se suicident, évidemment qu'on ne va jamais traiter le problème. Or, un des moyens de traiter le problème, c'est de faire des formations qui sont plus longues, des formations qui incluent justement ce vers quoi on va aller. Vous vous rendez compte, c'est 8 mois la formation pour être policier. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On n'est pas prêt à affronter toutes les missions vers lesquelles va un policier avec une formation. Sylvain Maillard, et on avance. D'abord, revenir sur les suicides de policiers. Un suicide, c'est d'abord quelque chose de très intime. Ça ne se règle pas par un stage ou quoi que ce soit. C'est une situation personnelle, avec des situations très différentes et avec un drame personnel extrêmement fort. Les mesures qui ont été prises, on va parler solutions. D'abord, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Il y a un constat aussi, c'est que c'est dans la police, dans la fonction de policier où il y a le plus de suicides, parce que aussi il y a une arme. Il faut le dire très clairement. C'est aussi parce qu'il y a une arme. Donc évidemment, il va falloir qu'on puisse
puisque nous souhaitons que les policiers conservent leurs armes. Très clairement, c'était un choix qui a été fait par la majorité qui puisse conserver. Exactement, qui puisse conserver leur arme. Donc nous, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on propose? On a regardé ce qui se passait. Il y avait une réunion aujourd'hui avec le directeur général de la police et les syndicats. Ils ont estimé, je crois que c'est une bonne initiative, d'augmenter le système, ce qu'on appelle le système sentinelle. C'est-à-dire que dans chaque commissariat, vous ayez des intervenants qui sont capables d'être là, quel que soit leur grade, qui sont formés. Vous avez raison sur la formation, il faut toujours plus de formation, faire en sorte d'accompagner les signaux faibles, les signes faibles. Il y a un commissariat. On parle de suicide, madame. Non, mais il faut... Ne suicide pas parce qu'il y a un ordinateur. Non, mais attendez, vous avez vu les conditions de travail des policiers? On est d'accord. Est-ce que vous avez vu un commissariat de police? Mais rentrez-y, c'est ahurissant. On parle de suicide. Vous en parlez, moi? C'est ahurissant. Sur les suicides, donc évidemment une réponse adéquate, et puis on va mettre en place, et ça c'est les syndicats et les directeurs de la police, beaucoup plus de psychologues, d'être capable de pouvoir anticiper les difficultés. Sur les conditions policières, moi j'entends ce que vous dites, sur les voitures par exemple, vous avez tout à fait raison. Vous savez que depuis le début 2019, on vote en permanence des budgets qui sont fortement en hausse, et entre autres l'ensemble du parc automobile sera changé. C'est déjà largement commencé. On le voit clairement dans les rues. Vous les voyez dans les rues, des voitures toutes neuves, et l'intégralité du parc automobile sera changée dans les 2 ans qui viennent. Vous avez raison, c'est les conditions. Les commissariats, on investit énormément dessus, les moyens mobiliers, vous avez raison là-dessus, mais il faut bouger. C'est ce que nous avons fait, nous avons commencé à faire. On a pris beaucoup de retard. J'aimerais pas être à votre place au gouvernement. On va convenir que tout ne vient pas de nous et qu'on a hérité d'une situation compliquée. Vous l'avez eu raison, vous l'avez remarqué que sous le quinquennat Sarkozy, on a supprimé 12 500 policiers. Nous avons récupéré 12 500 policiers. Mais aussi, il faut dire une chose très claire. C'est extrêmement. Et le député de Paris que je suis, on le voit en permanence. On a les postes ouverts, on n'arrive pas à recruter suffisamment de policiers. Les postes sont ouverts, on n'arrive pas à recruter. On n'arrive pas à garder, par exemple, sur la plaque parisienne, on n'arrive pas à garder nos policiers qui, au bout de 2 ans, 3 ans, demandent une mutation. Et pourquoi? Parce que la situation est difficile. Vous avez le même cas à Marseille. C'est extrêmement difficile. Il faut absolument revaloriser leur travail, les aider aussi à faire moins de paperasse. Nous, on le sait, c'est ce que fait, nous accompagnons. Investir dans les commissariats, c'est ce que nous sommes en train de faire. Très rapidement. C'est le cas en réalité dans plein de métiers de la fonction publique où les baisses de moyens ont fait que les métiers sont devenus insupportables. Si on parle des infirmières par exemple, il y a énormément de difficultés à recruter dans l'hôpital aujourd'hui parce que les gens sont tellement fait casser le service public de l'hôpital que ça devient très très difficile de donner envie de devenir infirmier ou infirmière. Allez, c'était le dimanche 24 janvier dans le cadre d'un nouveau numéro de Zone Interdite sur M6. Il s'intéressait à l'islam radical, principalement dans la ville de Roubaix, une émission qui a engendré des messages violents, très violents même, auprès de l'animatrice que vous connaissez sûrement, Ophélie Meunier. Depuis, elle a été placée sous protection policière face à la gravité des faits. Le juriste Amin Elbaï, présent dans l'émission aussi, est également la cible d'attaques répétées. Voici plusieurs réactions ce soir. On commence avec Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. La console son pense être en week-end. Nous sommes bien lundi. Elle va fonctionner. On va vous faire réécouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je veux ici dire tout mon soutien aux journalistes qui ont fait ce... Marie-Claire Carrère-G, ce qu'on vit là actuellement, c'est symptomatique de ce que l'on vit peut-être aussi tous et toutes au quotidien. Des menaces parce qu'on révèle quelque chose qui se passe aujourd'hui en France, qui existe. Parce qu'on décrit une réalité. Cette jeune femme n'a fait que son travail. Et le seul fait de décrire une réalité est puni de mort, de menace de mort, en fait. C'est absolument dramatique, comme vous dites. C'est le résultat de lâcheté accumulée, de petites lâchetés et de grandes lâchetés. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Richard Malka. Je trouve qu'il a raison. En demandant que les chaînes de télévision rediffusent le documentaire qui a été courageusement publié par M6. Et je trouve d'ailleurs que le service public, déjà, à commencer par le service public, s'honorerait sur toutes les chaînes de rediffuser ce documentaire parce que c'est absolument intolérable. Et comme ça a été souligné,
si on ne réagit pas, il n'y en aura plus de reportages et on ne pourra même plus décrire la réalité. Et comment lutter contre une réalité aussi terrifiante sans la décrire, sans la connaître, c'est absolument insupportable. Mais c'est vrai que depuis des années, malheureusement, je trouve qu'on réagit toujours, mais c'est de plus en plus faiblement. On a tous participé, je pense, aux manifestations après Charlie Hebdo. Déjà, les manifestations pour Samuel Paty, la manifestation après l'assassinat de Samuel Paty, il y avait moins de monde. On commençait à... Enfin, il y avait une sorte de petite musique ambiante, mais en même temps, il ne faut pas provoquer, etc. Petit à petit, on a l'impression qu'il y a une sorte d'accoutumance qui est peut-être le reflet de la peur de certains, l'insuffisance de réaction. Je crois que moi j'ai travaillé auprès de Jacques Chirac, président de la République, et il a fait la loi sur le voile. Avant de faire cette loi sur l'interdiction du voile à l'école, on nous avait dit ça va pas être possible, ça va alimenter des crispations, etc. Et il a eu le courage de le faire bien, c'est-à-dire d'organiser un débat d'abord entre les forces politiques, avec les représentants des religions, etc. Il l'a bien fait, mais il l'a fait. Et la République a affirmé ses valeurs. Et quand la République affirme ses valeurs, il n'y a pas de problème. Nous devons affirmer beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui ce que nous acceptons et ce que nous acceptons pas. Et le moindre espace, le moindre flou aujourd'hui, il est utilisé, la moindre lâcheté, par des gens qui veulent contrôler les territoires et contrôler les esprits et qui sont en guerre contre nous. Et il va falloir qu'on se le mette dans le crâne. Et une guerre, on la mène. Et on la mène en affirmant ses positions. Et ça tombe bien, nos positions, ce sont des valeurs et ce sont des belles valeurs. Alors, vous savez, là, c'est très bien les valeurs. Moi, j'ai une valeur et au Rassemblement national, on a une valeur depuis toujours, on le dénonce, depuis de très nombreuses années, c'est l'islamisme. L'islamisme qui détruit. Oui, enfin, ça, il ne s'agit pas d'agiter des valeurs. Il s'agit aussi de personnes qui, comme à Roubaix, de gens qui sont essentiellement des gens issus d'une immigration clandestine. Déjà, il faut fermer les frontières. Et ces gens-là, qui sont des menaces pour la sécurité intérieure, qui sont une intelligence, c'est une intelligence avec l'ennemi. C'est une haute trahison de l'État. Ces gens-là doivent être expulsés du territoire. Voilà. Ils ne doivent plus jamais revenir sur le territoire français. C'est extrêmement grave ce qui se passe à Roubaix, avec la complicité, plus ou moins, ou en tout cas, si j'ose dire, les yeux fermés, le voile sur les yeux du maire. Et ça se passe aussi en France, dans très nombreux territoires, à Marseille. Marseille, je peux vous en parler. Nord, je vous dis, c'est pas des valeurs qu'il faut leur réapprendre. Il y a des islamistes qui se promènent tranquillement dans la rue, sans problème. Il y a des mosquées salafistes. Il y a des gens, et je connais un imam maoré, voyez-vous, de Mayotte, et qui me disait, lui, il comprend l'arabe. Il me disait, il n'y a pas une mosquée à Marseille où on ne prêche pas la haine des mécréants. Ça n'existe pas. Je veux dire, cet homme-là, c'est un homme qui est musulman, qui est tout à fait normal, vous voyez, mais qui, lui, ne prêche pas la haine. Mais il entend, il y a une prolifération de prêches salafistes parce qu'il y a des imams qui viennent de l'étranger. Et donc, c'est justement pour cela que Marine Le Pen va vous dites qu'il y a un imam qui est maoré, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer parce que ça vous dérange. On va continuer un débat qui vous dérange. C'est un sujet intéressant de caricaturer. Non, je ne caricature pas. Ce sujet vous dérange parce que vous savez bien qu'il y a des islamistes. Vous venez de dire je connais un imam qui prêche pas la haine et ensuite qui est à Marseille. Ensuite vous dites dans toutes les mosquées il prêche la haine. Il y en a au moins une alors où il prêche pas la haine. Laissez-moi terminer. Pas du tout. Laissez-moi terminer. C'est pas la question. Je ne
Je ne stigmatise personne. Il y a des islamistes qui sont infiltrés. Il y a des islamistes qui sont infiltrés, qui prônent un islam radical parce qu'ils viennent de l'étranger, qu'on les a laissés rentrer sur le territoire français et qu'il faut les expulser, clairement. Et donc, dans 70 jours, Marine Le Pen propose, et elle mettra en œuvre immédiatement, dès qu'elle arrivera au pouvoir, son grand projet de loi sur l'immigration avec une expulsion de ces gens. C'est ce que les Français attendent. Ils n'en peuvent plus. Les Roubaisiens, ils en ont marre des manifestations, des valeurs. On ne va pas passer à ça. Vous vous rendez compte, c'est très grave. C'est gravissime. Il y a eu des attentats en France et ces gens-là sont sur le territoire français en toute impunité. Mais justement, vous empêchez de traiter le problème. C'est terrible. Est-ce qu'on est aussi, et encore une fois, attention, je ne mets pas, je parle de l'islamisme radical. Mais celui-là, il a gangréné. Il a peut-être aussi du doigt pleinement la liberté d'expression. Il n'y a pas d'islamisme modéré. C'est normal la liberté d'expression. Vous êtes en train de vous empêcher. Je soutiens et vous empêchez de traiter le problème en fait. Parce que en faisant. Allez, tour de table. Non, ça dérange pas. Mais vous avez parlé quand même plus de 50 minutes pratiquement. Vous empêchez de traiter le problème en faisant systématiquement le lien entre. Le problème va être traité. Mais si vous me laissez répondre sur pourquoi, c'est parce que vous faites le lien systématiquement entre immigration et islamisme. Mais on n'a pas le même électorat. Voyez-vous, moi j'ai un électorat. On a un électorat de Français. Et les Français, vous voyez, qui sont. Mais moi aussi, les gens qui votent. Alors, attendez, juste il va falloir que vous appreniez une chose, c'est que les gens qui votent, c'est des Français. C'est le droit de vote. Le droit de vote en France, c'est les Français. Parce que vous draguez cet électorat islamiste. Mais madame, n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Mais vous n'avez cessé de raconter n'importe quoi. Et les poupées sans visage, c'est n'importe quoi. Vous faites un lien entre immigration et islam. Non, islamisme radical, attention. Vous vous empêchez de traiter. Oui, j'ai compris, d'accord. Vous vous empêchez de traiter le problème de l'islamisme radical. Le problème de l'islamisme radical, c'est d'expulser les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Ok, on a compris. Et qui sont en situation irrégulière. Ok, on a compris. Et qui sont coupables d'intelligence avec l'ennemi. Mais non, c'est très grave. Mais non, mais il y a des victimes lors des attentats. Madame, si vous me laissez finir ma phrase, je vous dirais que l'islamisme radical n'est pas seulement le fait des immigrés, d'accord. Il y a aussi des Français nés en France. Il y a aussi des Français nés en France, des gens qui sont très bien de chez nous et qui sont. Eh bien, il faut les expulser également. Ah bah on va les bien évidemment. Alors là, formidable. Je suis désolée, il faut les condamner. Il faut les condamner. Ce sont des gens qui d'écouter les questions et d'y répondre. Ça vous gêne. Non, mais rien me gêne. Mais vous savez, les Français apprécieront. Je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Dans quelques temps, les Français apprécieront votre discours. Vous êtes né où? Ne vous inquiétez pas. Mais je suis française, monsieur. Vous êtes né où? Dites-moi où vous êtes né. Je suis né à Paris, monsieur. Ok, vous êtes né à Paris, très bien. Donc, vous êtes né à Paris. Non, mais ne me comparez surtout pas, je vous en prie. Vous êtes né à Paris. On vous expulse si vous êtes responsable de n'importe quoi. Eh bien, on condamne ces gens-là. Ces gens-là doivent être condamnés. Vous voulez vous savez, parmi les terroristes, il y a énormément de clandestins. Je pense qu'on voit l'absurde de la situation. Donc, vous empêchez de traiter. Vous vous empêchez de traiter. C'est impossible. Vous vous empêchez de traiter le problème en ne voyant pas que l'islamisme n'est pas seulement le fait d'immigrer, mais aussi le fait de personnes qui vivent en France, qui naissent en France. C'est le verre à moitié. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Juste un raisonnement d'une phrase de gens qui sont en France, qui sont nés français et qu'on ne peut donc pas expulser puisqu'ils sont français. Non, on ne peut pas condamner les gens. On ne peut pas condamner les terroristes. Mais les terroristes, si, bien sûr, mais vous mélangez tout, vous empêchez parce que vous pensez que les menaces faites à Ophélie Meunier et Samuel Paty, mais c'est horrible ce que vous dites. Pourquoi l'islamisme se développe dans certains quartiers? Non, mais je suis désolé, c'est impossible de parler, donc je parle plus fort. Non, je vous le dis. Pourquoi l'islamisme se développe dans certains quartiers? Mais c'est parce que c'est votre électorat, donc vous êtes impossible. Encore un putain. Mais non, mais je suis désolé. Pourquoi l'islamisme se développe dans certains quartiers? Parce que vous dit on parle moins fort et on dit pas putain. On respecte les gens qui nous regardent. Merci beaucoup. J'ai pas de problème avec ça. Donc, pourquoi l'islamisme se développe dans certains quartiers? Parce que l'État s'en va de ces quartiers. Parce que l'islamisme devient la seule structure qui crée de la communauté à l'intérieur d'endroits qui sont abandonnés par l'État. À Roubaix, vous avez 43%, de taux de pauvreté. D'accord? Si vous voulez régler, c'est impossible de parler. Je vous laisse parler. Allez-y. Faites le moulin à parole autant que vous voulez. C'est insupportable. Vous vous rendez compte, madame, que c'est insupportable. J'essaye de donner des solutions concrètes à un problème. Pas de faire de la boutique électorale. J'en ai rien à faire de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est de régler les problèmes de la France. Pas de faire de la boutique électorale, d'électorat de je ne sais quoi. Donc, pour régler les problèmes de
de la France, il faut que l'État revienne partout chez lui. Voilà ce qu'il faut faire. Donc il faut remettre du service public, il faut remettre de la police de proximité, il faut remettre des écoles, il faut remettre des bureaux de poste. Dans la rue dont il est question dans le documentaire de zone interdite rue de la Noix, vous savez quel est le problème des gens en ce moment? C'est qu'ils voudraient une banque et qu'aucune banque n'ose s'installer parce qu'à cause de reportages de ce genre-là, ensuite tout le monde a l'impression que Roubaix est devenu l'Afghanistan et aussi à cause de propos de monsieur Zemmour. On va en parler des postes. Si on veut régler les problèmes, il faut traiter les problèmes sociaux qui sont à l'intérieur de ce quartier et que l'État revienne à sa place. Ce reportage, oui. Vous le jugez faux alors? Non, c'est... Je vous pose la question. Je vais vous répondre et j'espère que je peux le répondre en entier. Je juge qu'il met la loupe sur quelque chose qui existe, mais qui n'est pas la situation majoritaire en France, d'accord? Je pense que dans bien d'autres villes de France et dans bien d'autres zones de France, et à Roubaix aussi en particulier, l'un des problèmes principaux, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des moyens, c'est la question de la pauvreté. Vous avez 43% de pauvreté à Roubaix. Antoine Léaumont, oui, c'est un problème. Non, mais on peut dire... Antoine Léaumont, on peut dire très clairement qu'il y a un problème de pauvreté et de pouvoir d'achat à Roubaix, mais aussi dire qu'il y a des boutiques qui vendent des poupées sans visage. Oui, très bien. Mais alors par ailleurs, c'est pas parce qu'on parle de ça qu'on occulte le pouvoir d'achat. Par ailleurs, moi ensuite, j'ai vu n'importe quoi. Ce soir, on va parler de ça et demain, on peut faire une spéciale. Mais par ailleurs, moi ensuite, j'ai vu n'importe quoi sur le sujet des poupées sans visage, parce qu'il y avait des gens qui ensuite nous disaient que c'était une représentation de la femme qui invisibilisait la femme. C'était pas ça du tout le sujet, parce que des poupées sans visage, il y avait aussi des hommes. Donc je pense que certains devraient aller regarder le documentaire avant de faire des commentaires sur ce dont ils parlent, parce qu'en réalité, c'est des choses qui sont liées à la manière dont on représente les êtres humains dans l'islam. Mais c'est effectivement un problème ou pas, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien de savoir si c'est un problème ou pas des poupées sans visage. Mais je trouve que ce qui est un vrai problème. Non, mais je trouve que ce qui est un vrai problème, c'est qu'il y a 43% de pauvreté à Roubaix. Oui, non, mais ça, pour moi, c'est un vrai problème. Le vrai problème, je ne sais pas votre situation familiale. Vous, en tant que père de famille, est-ce que vous diriez imaginez, vous dites, est-ce que je vais à Roubaix? Est-ce que j'achète, je vois une poupée sans visage? Est-ce que j'achète à mon fils ou à ma fille? Est-ce que ça me choque? Voilà, je vais avoir un sentiment. Non, mais je me suis jamais posé cette question. Vous savez, je peux vous répondre si vous voulez. Il y a des poupées, par exemple. L'école Montessori. Par exemple, je vois ça en vitrine, je me dis, il y a un problème quelque part. Mais non, mais par exemple, les poupées Montessori. Non, mais attendez, je vais vous apprendre un truc. Il n'y a pas que des poupées islamistes qui sont sans visage. Il y a certaines poupées de l'école Montessori qui sont sans visage aussi parce qu'ils considèrent que ça permet de créer une réflexion sur que ça permet de créer du développement. Mais on s'en fout. Non, mais attendez, ce que je veux dire vraiment, c'est qu'en fait, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Vous savez quoi? L'erreur, c'est peut-être de s'en foutre. Savoir si. Non, mais attendez, ce qui est un problème, c'est l'islamisme et le communautarisme. Savoir si des poupées sans visage, c'est un problème pour les gosses ou pas. Honnêtement, c'est une sous-question. C'est une sous-question. Oui, mais non, ce qui est un problème, c'est qu'il y ait des livres qui soient vendus qui prônent le djihad. Ça, c'est un problème, par exemple. C'est peut-être qu'il y a un lien. Mais attendez, c'est pas dans la même boutique. Mais par ailleurs, c'est une boutique en fait. C'est pas une librairie, c'est une boutique. Ça, c'est le cas de toutes les religions. Mais ça, c'est le cas de toutes les religions. On n'a jamais vu d'abord dire que enfermé dans une idéologie, c'est le cas de toutes les religions. Merci à tous les quatre d'être venus débattre ce soir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, à la fin, c'était vraiment houleux et chaotique avec cette représentante du Rassemblement national. J'espère, en tout cas, ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus et puis aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup, je les lis, je les trouve toujours très intéressants et là j'ai une petite idée sur le genre de commentaires que vous allez faire, mais je voudrais confirmer ça par vos commentaires justement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!